Bienvenue sur Détective éternel. Ce soir, Miss Marple est confrontée à un mystère qui se trame à l'heure même du thé. La mort qui a frappé à l'heure du thé. Un village paisible, un silence soudain et une question qui plane dans chaque tasse de thé. Versez-vous une boisson chaude et le mystère commence. C'était le genre d'après-midi que St. Mary Mead savait si bien offrir une douceur vivifiante, le parfum des pelouses fraîchement coupées et le bourdonnement lointain des abeilles, presque machinalement régulier. L'horloge du clocher approchait de 4 heures, s'arrêtant entre 2 coups de cloche, comme si elle aussi savourait l'instant. Dans la rue principale, les rideaux claquaient et les bouilloires sifflaient, comme des signaux polis échangés d'une maison à l'autre. La vie suivait son cours immuable, exactement comme il se doit. Pourtant, comme le silence qui précède une confession, quelque chose de légèrement désordonné tremblait sous le calme. Le temps était devenu étrangement hésitant, les nuages glissant sur le soleil dans une lente incertitude. Et au même instant où l'épagnole de mademoiselle Hartnell se mit à aboyer sans raison particulière, un coup sec, inhabituel et discordant retentit à la porte du presbytère. Au salon de thé Blue Boar, Madame Price Ridley et mademoiselle Weatherby étaient assises près de la fenêtre, leurs pinces à sucre suspendues en l'air. « 4 heures pile, murmura Madame Price Ridley en plissant les yeux. Quiconque vient à l'heure du thé vient soit pour se confesser, soit pour se plaindre. Mademoiselle Weatherby sourit d'un air pincé. Ou emprunter de l'argent, ce qui, à St. Mary Mead, revient au même. Leurs rires étaient discrets et précis, mais les aboiements du chien épagnol résonnaient sur la place, suivis d'un bref « hachasse » si tout le village avait retenu son souffle. Seule Miss Marple, assise près de la fenêtre de sa chaumière recouverte de lierre sur Old Mill Lane, leva légèrement la tête de son tricot. Ses yeux pâles se portèrent sur le chemin au-delà de sa haie de roses. Elle ne se leva pas, mais ses doigts s'arrêtèrent au net au milieu d'une maille. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» murmura-t-elle à la laine rose qu'elle tenait entre ses mains. Le facteur, passant devant le portail, hésita lui aussi. Il jeta un coup d'œil vers le presbytère où une petite silhouette coiffée d'un chapeau sombre se détachait sur l'allée de gravier clair. On frappa de nouveau, plus fermement cette fois, puis on entendit le léger grincement des gonds, une voix surprise et une porte qui claquait brusquement. Le facteur fronça les sourcils, haussa les épaules et poursuivit son chemin. Mais lorsqu'il arriva enfin à la table de Madame Price Ridley pour son scone, l'histoire avait déjà commencé son inévitable déroulement. « Avez-vous vu cette personne au presbytère ?» demanda Madame Price Ridley, le souffle coupé par la curiosité. « Manteau noir, coupe, étrangère, j'en suis certaine. Le genre de tailleur qu'on ne trouve pas chez Fortnum & Mason. » Mademoiselle Weatherby pinça les lèvres. Peut-être un missionnaire, était-il revenu d'une colonie terrible. Ils reviennent souvent avec des manières étranges. Dehors, une légère brise portait le parfum des roses sur la place. Miss Marple reprit son tricot, les yeux rivés sur la girouette qui tournait lentement au sommet du clocher de Sainte-Marie. « Les orages sont étranges, » murmura-t-elle. Il commence toujours par un vent qui fait semblant de ne pas vouloir se lever. À 4h30, la première rumeur avait pris son envol. La jeune Madame Lamb, la femme de chambre du vicaire, aurait soi-disant perdu connaissance. À peine 10 minutes plus tard, on aperçut la voiture du médecin dévalant l'allée. Un télégramme était arrivé, ou peut-être une lettre. Les avis se partageaient nettement autour des tables de thé de St. Mary Mead. Certains disaient que c'était une mauvaise nouvelle de Londres, d'autres que le cousin du vicaire, l'insaisissable Major Penberthy, avait refait surface après des années passées à l'étranger. Chaque version contredit la précédente, et toutes étaient colportées
avec le plaisir discret propre au scandale respectable. Pendant ce temps, Miss Marple posa soigneusement sa tasse de thé sur sa soucoupe et se leva pour tirer les rideaux afin de se protéger du soleil. Ses gestes étaient sereins, mais ses pensées se portaient ailleurs, sur des schémas comportementaux et non sur des commérages. Un évanouissement, songeait-elle, survient rarement sans témoin. Et les télégrammes n'arrivaient jamais à l'heure du thé, à moins que leur expéditeur ne souhaite que le message soit lu. À 5 heures, la cloche de l'église sonna son heure mélodieuse. De sa fenêtre, Miss Marple vit le révérend Clément traverser la pelouse d'un pas pressé et incertain, sa soutane flottant au vent. Il serrait à la main quelque chose de plus petit, peut-être un papier plié ou une enveloppe. Il passa sous son portail sans remarquer son signe de la main. Son expression, observatoire, était celle d'un homme qui avait lu quelque chose qu'il ne pouvait plus oublier. La nuit tombait. De l'autre côté du chemin, les fenêtres du presbytère luisaient d'une faible lueur ambrée. Les ombres s'allongeaient le long des haies, estompant la géométrie impeccable des jardins. Dans la lumière déclinante, Miss Marple vit Madame Lamb réapparaître à la porte du presbytère, un châle sur les épaules, et murmurer quelque chose au laitier avant de le renvoyer en courant. Le message, quel qu'il fût, se répandit plus vite que le crépuscule lui-même. À 6 heures, le Blue Boar bruisse d'un murmure de conjecture. La voix de Miss Weatherby, tranchante comme du vinaigre, perça le brouhaha. « J'ai entendu dire qu'un monsieur s'était effondré là, dans le salon du vicaire. Ils ont appelé le gendarme. »« Morte ?» haleta Madame Price Ridley, la main à la gorge. Les yeux de mademoiselle Weatherby brillèrent. « À l'heure du thé, ma chère. C'est à la fois affreux et tellement approprié, n'est-ce pas ?» La remarque, portée par une vague de fascination haletante, parvint jusqu'à la porte où apparut le sergent Mullen, chapeau à la main, l'air étrangement solennel. Il s'éclaircit la gorge. Si quelqu'un a aperçu un étranger en manteau sombre dans la ruelle ces dernières heures, je serais reconnaissant de toute information. Un silence si profond s'installa que même le cliquetis des cuillères sembla s'arrêter. Il y a eu un incident au presbytère, ajouta-t-il d'une voix plus basse. Un homme inconnu est mort. Aucune trace de lutte. Des exclamations de surprise fusèrent, comme des oiseaux effrayés. Miss Marple, entrant discrètement derrière lui pour récupérer son catalogue hebdomadaire de semences au comptoir, inclina la tête. « Pas de résistance, sergent ?» demanda-elle d'un ton doux. « Alors j'imagine qu'il s'apprêtait à prendre le thé ?» Mullen cligna des yeux. « Oui, madame, juste devant le plateau, comme si elle attendait le vicaire. »« Comme c'est curieux, » murmura Miss Marple. « On s'attend à ce que la mort se tienne debout, pas assise. » Sa voix, douce et détachée, se déposa dans la pièce comme de la poussière sur de l'argenterie. La conversation reprit par bribes, dans une gêne palpable. Dehors, l'air se refroidit, jusqu'à un calme trop parfait pour être rassurant. Au loin, une tasse tinta contre sa soucoupe, et ce faible bruit semblait plus fort que le son des cloches de l'église. De retour à sa chaumière, Miss Marple range soigneusement son tricot dans son panier et jeta un dernier regard vers les lumières du presbytère. Un inconnu, une tasse de thé, sans tracas. Le motif, encore flou mais se dessinant, fait ressurgir un souvenir lointain, une conversation sur le timing, la courtoisie et cette étrange habitude anglaise de mourir précisément au moment où l'on est censé servir. Les lumières du presbytère brillaient faiblement derrière les rideaux tirés, et un léger écho de pas résonna dans la ruelle tandis que Miss Marple se tenait à sa fenêtre. Quelque part derrière la haie, le murmure étouffé de voix tremblait, anxieux, formel et trop prudent pour être une conversation ordinaire. Elle reconnut le ton officiel du sergent Mullen, interrogeant le personnel de maison. Le bourdonnement de la routine s'était mué en quelque chose de plus tendu, de plus délibéré, comme si tout le village retenait son souffle dans l'attente du premier mot officiel. Au matin,
St. Mary Mead avait réussi ce qu'elle faisait de mieux, partager le désordre avec harmonie. La cloche de l'église n'avait pas encore fini de sonner que mademoiselle Hartnell décrivait déjà à madame Price Ridley comment le corps avait été découvert juste devant le porte-toast. Selon madame Price Ridley, la sœur de la femme de ménage qui avait jadis travaillé pour l'épouse du vicaire avait confirmé ce fait. Chaque nouveau récit gagnait en finesse, comme une histoire répétée pour un public compatissant. Chez l'épicier, M. Thoms garda son ton vif habituel, mais son regard balayait chaque client d'une attente inavouée. « Affaire peu ragoûtante, Miss Marple », murmura-t-il en emballant son sucre. « Un étranger, paraît-il, sans papier, le portefeuille vide. Où va le monde quand un homme meurt sans papier ?» Miss Marple esquissa un sourire. Peut-être avait-il déjà été identifié, M. Tolsby, quelqu'un qui préférait rester anonyme. Il parut surpris, puis laissa échapper un rire gêné. « Eh bien, vous avez le don de l'imagination, madame. Je parie que le gendarme vous le fera comprendre. » Dehors, l'air matinal était vif, chargé de rosée. La place semblait étrangement déserte, malgré les silhouettes qui s'attardent aux grilles, échangeant des remarques à voix basse, oscillant entre suspicion et pitié. La respectabilité de St. Mary Mead avait toujours été sa sécurité, mais à présent, cette même qualité s'était fragilisée, chaque façade de décence dissimulant la peur d'être associée à quelqu'un. Personne ne souhaitait être le premier à avoir connu le défunt. Au presbytère, un agent de police gardait le portail. Le révérend Clément se tenait sur le seuil, le visage pâle et impassible, répondant aux questions avec une précision lasse. La pauvre madame Clément tournait en rond, inquiète, s'efforçant de garder un semblant d'hospitalité malgré cette intrusion. Lorsqu'elle vit Miss Marple s'approcher avec un panier de scones, elle s'illumina aussitôt. « Oh, chère Jane, que vous êtes gentille! Ils m'ont retenue à la cuisine toute la matinée. C'est vraiment pénible. » Le ton de Miss Marple était serein. « Il faut bien manger, ma chère. Et il ne faut pas laisser la mort interrompre la préparation du thé. Elle ne le fait jamais longtemps. » À l'intérieur régnait cette immobilité particulière, celle du choc qui commence à se dissiper. Le salon embaumait le lait renversé et le cirage à la lavande. Une chaise, seule, avait été redressée, mais sa présence semblait accusatrice. Miss Marple remarqua les détails, la tasse à moitié vide, la soucoupe sans cuillère et la légère empreinte sur le tapis, là où quelqu'un s'était agenouillé. Elle constata aussi que le feu n'avait pas été allumé, bien que l'après-midi précédent ait été frais. Une omission curieuse pour le presbytère où le confort était presque une règle. Le sergent Mullen entra, ses bottes grinçant légèrement. « Bonjour, Miss Marple. Difficile de dire si nous avons beaucoup avancé. Le médecin parle d'une crise cardiaque, probablement sans marque ni trace de poison. Mais le vicaire insiste, cet homme n'était pas un de ses paroissiens. Il a donc dû venir pour une raison, répondit Miss Marple d'un ton doux. On ne meurt que rarement au hasard, surtout pas dans des endroits choisis par hasard. Mullen fronça les sourcils en griffonnant quelque chose dans son carnet. On va enquêter. Il vendait peut-être quelque chose ou c'était un voyageur qui a eu un malaise. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ce billet qu'il avait. Un mot. Les yeux de Miss Marple se levèrent. Une demi-page, déchirée nette. L'encre baveuse. Le seul mot lisible était 4. Mais s'agissait-il d'une heure ou d'un nombre? Difficile à dire. Le plus étrange, c'est qu'elle était glissée dans son gant. Cette petite bizarrerie s'était incrustée dans son esprit comme une épingle dans un tissu. Les gants étaient trop faits pour être portés, pas pour servir de poche. Et pourtant, le geste semblait délibéré, comme si quelqu'un avait voulu garder le message secret, mais caché aux yeux des autres. Elle ne resta que le temps de réconforter madame Clément, qui lui serra les mains
et murmura qu'il avait l'air si calme, Jane, comme s'il était venu pour un sermon, pas pour mourir. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Certaines personnes abordent leur fin avec plus de délicatesse que la plupart n'en mettent à leur début. Lorsqu'elle revint sur la place, la lumière de l'après-midi était oblique et dorée. Les enfants du village, interdits de jouer près du presbytère, s'étaient mis à faire rouler des cerceaux le long de la rue d'en face, jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule à chaque adulte qui passait. Des rideaux respectables frémissaient à son passage. Dans chaque maison, les spéculations allaient bon train, comme un thé trop longtemps infusé fort, amer et prêt à se renverser. À la poste, Miss Marple s'arrêta pour envoyer un petit colis et surprit Miss Weatherby qui déclarait avec une grande satisfaction que le défunt avait été aperçu la veille au soir, à la gare, en train de parler avec le garçon du chef de gare. Il avait demandé son chemin pour le presbytère et tenait une enveloppe à la main brune, d'apparence officielle. La voix de Madame Price Ridley intervint. Il devint alors évident qu'il voulait voir le révérend. Sinon, pourquoi venir à l'heure du thé, à moins d'avoir un message d'urgence absolue? Miss Marple accepta le changement et inclina doucement la tête en signe d'approbation. L'urgence prend bien des formes. Parfois, ce n'est pas ce que l'on apporte qui compte, mais ce que l'on espère emporter. Cette remarque la suivit en partant, même si peu la comprirent. Sur le chemin du retour, elle ne pensa ni au scandale ni au mystère, mais à la facilité avec laquelle l'ordre se défait lorsqu'un élément étranger s'immisce dans un schéma familier. Dans les jardins comme dans les salons, les apparences demeurent immuables, mais la vérité, elle le savait, commençait déjà à transparaître. Arrivée à son portail, elle s'arrêta une dernière fois pour jeter un coup d'œil au presbytère. Les rideaux étaient de nouveau tirés, mais la lumière derrière eux vacillait faiblement, comme si quelqu'un à l'intérieur attendait encore un visiteur qui ne viendrait jamais. La faible lumière derrière les rideaux du presbytère vacilla, puis se stabilisa de nouveau, comme si quelqu'un s'était approché de la lampe et avait hésité. Miss Marple resta un instant de plus devant son portail, sentant que dans ces pièces silencieuses, le révérend Clément perdait son sang-froid. C'était un homme qui supportait la détresse avec politesse, mais ses silences en disent plus long que le chagrin lui-même. Lorsqu'elle se tourna enfin vers sa propre porte, elle le fit avec la certitude tranquille que, le lendemain, le bon vicaire aurait bien plus à dire qu'il n'osait le faire à cet instant. Cette prédiction s'est avérée exacte plus tôt que prévu. Peu après le petit déjeuner, le vicaire apparut au portail du jardin de Miss Marple, chapeau à la main, la brume matinale encore accrochée à son manteau. Son accueil était excessivement formel et son sourire, esquissé à moitié, manque de naturel. « Chère Miss Marple, veuillez m'excuser de vous déranger si tôt. Je me demandais si je pouvais vous consulter sur une question assez délicate. » Elle désigna le banc sous son lilas. Une affaire suffisamment délicate pour la police ou suffisamment délicate pour la paroisse? Il laissa échapper un soupir las. Car, je le crains, l'âme ne se trouve entre aucune des deux juridictions. Il paraissait 10 ans de plus que la veille. Tandis qu'il parlait, Miss Marple remarqua le tremblement de ses mains gantées, la façon dont il frottait la jointure de son pouce contre l'autre, une manie plus proche du trouble de la conscience que du choc. Il lui dit, d'une voix hésitante, que les affaires de l'étranger avaient été examinées le matin même. « Presque rien à montrer, » murmura-t-il. « Ni portefeuille, ni montre, ni billet de train, seulement un mouchoir et le billet déchiré. Et le plus étrange, c'est que, d'un ton plus grave, Madame Lamb insiste sur le fait qu'elle m'a vu donner moi-même son thé à ce pauvre homme. Mais je ne l'ai pas fait, Miss Marple, je ne l'ai jamais rencontré. » Miss Marple inclina la tête, l'air compatissant, bien que ses pensées continuèrent de vagabonder. Alors, le thé avait dû être servi par quelqu'un d'autre.
Pourtant, Madame Lamb en était certaine. Elle préparait le plateau. Elle jure avoir entendu ma voix dans le salon. J'étais à l'étage, en train de trier les comptes de la mission. Un court silence suivit. Le rouge-gorge perché sur la clôture gazouilla une fois, d'un chant vif et insouciant. « On entend souvent ce qu'on s'attend à entendre », dit-elle doucement. « Les voix se ressemblent beaucoup quand on a le cœur rempli d'habitude. » Il hocha la tête, l'air inconsolable. Mullen pense que ce n'est qu'une coïncidence. Mais il y avait quelque chose dans le visage de cet homme. Je l'ai vu juste avant qu'on l'emmène paisible, mais pas innocent, comme s'il était venu avouer quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire. Ses aiguilles cliquetèrent une fois, 2 fois, avant qu'elle ne les repose. Avouer demande du courage, reverend. Il est plus facile de mourir de silence que de culpabilité. Plus tard dans la matinée, Miss Marple se rend au presbytère sous prétexte de lui rendre son écharpe. Le hall embaumait légèrement le désinfectant et les œillait sans doute une tentative de réconfort de la part de Madame Clément. Le sergent Mullen se tenait près de la porte, absorbé dans une conversation avec Madame Lamb, dont le visage rond était souillé de larmes. « Je vous l'ai dit, monsieur, la bonne insistante. Il a demandé à voir le vicaire. Il a dit qu'il venait chercher la lettre de pardon. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais ça sonnait comme une affaire d'église. Alors je l'ai laissé attendre au salon. »« La lettre de pardon », répéta Mullen en se grattant le menton. « Et vous êtes sûr que ce sont ces mots exacts ? Je m'appelle Lamb, c'est certain. Il a enlevé ses gants, s'est assis tranquillement et a dit que c'était si doux que j'ai failli ne pas l'attraper. » L'entrée de Miss Marple suscita des hochements de tête polis. Elle écouta en silence, sans poser de questions, jusqu'à ce que la conversation s'essouffle. Le pardon, songeait-elle à voix haute, est un mot qui attire aussi bien les justes que les désespérés. Je me demande bien de quelle sorte il était. Mullen haussa les épaules. Difficile à dire. Il n'avait pas l'air abattu. Ses vêtements étaient de bonne qualité, bien que usés. Pas de fabrication locale. On va envoyer un télégramme à Londres, peut-être à quelqu'un des missions ou à un officier à la retraite qui a disparu. Quand il partit, le silence sembla plus pesant encore. Madame Clément sortit du bureau, se tordant les mains dans son tablier. « Je ne peux supporter cette pensée, Jane. Qu'un homme meure ici, de tous les endroits. L'évêque pensera que cela nous fait très mauvaise figure. » Miss Marple sourit doucement. Cela pourrait révéler une terrible vérité sur la nature humaine, mais je crains que non, le presbytère. Le Tout-Puissant ne choisit pas sa mise en scène par commodité. En rentrant chez elle à travers le village, elle surprenait des bribes de conversation qui s'échappaient des fenêtres ouvertes. La mort avait déjà ses propres personnages. Le garçon du chef de gare affirme avoir vu l'étranger saluer mademoiselle Lavinia Pinkett d'un coup de chapeau à la poste, ce que cette dernière nie catégoriquement. Monsieur Thoms, désormais enhardi par l'attention du public, déclara que l'étranger l'avait payé pour un pain avec une vieille pièce de 2 shillings et 6 pence, une de ces pièces qui ne circulait plus. Chaque nouveau récit alimentait le goût du village pour le mystère plutôt que pour la vérité. À midi, les nuages bas s'amoncelèrent, teintant les toits d'un gris éteint. Miss Marple s'arrêta devant son portail et contempla le clocher. L'aiguille de son horloge tremblait juste avant l'heure, comme hésitant à avancer une hésitation qu'elle trouvait étrangement juste. Les apparences, pensa-t-elle, étaient encore suffisantes pour l'instant, mais la vérité avait déjà amorcé sa descente silencieuse, se glissant entre les mots et les regards, comme la pluie à travers la pierre. Lorsqu'elle entra, un mot était posé sur sa table. Remis à la main, sans signature, son écriture était désuète et soignée. « Tu avais raison pour le thé. Il n'avait été servi par aucun ami. » Elle le fixa longuement, le silence de la pièce s'intensifiant, jusqu'à ce que même l'horloge semblait attendre sa réaction.
L'écriture sur le billet était délicate, avec la légère inclinaison vers la droite d'une personne habituée à une vie prudente. Miss Marple l'examina sous la douce lumière de sa fenêtre. L'encre avait légèrement bavé, signe de précipitation ou de nervosité. Il n'y avait ni enveloppe, ni filigrane, ni trace de sa provenance. Pourtant, le ton était étrangement intime, comme si l'auteur l'avait supposé déjà impliqué. Vous aviez raison pour le thé. Il n'a été servi par aucun ami. Le mot ami semble choisi pour son effet. Les personnes mal intentionnées emploient rarement de telles distinctions morales. Elle plia soigneusement le papier et le rangea dans son panier à couture. Après un instant de réflexion, elle y déposa un brin de lavande, comme si son parfum pouvait révéler un secret. Dehors, la ruelle scintillait légèrement sous la pluie. Dans la pénombre, St. Mary Mead semblait presque théâtrale, respectable, paisible, feignant d'ignorer sa propre curiosité. En milieu d'après-midi, le village reçoit son lot de visiteurs officiels. Une voiture de police arrive de Melchester et sa présence fait frémir tous les rideaux comme des cils nerveux. L'inspecteur Graves, un homme maigre à l'intelligence lasse, en sort, accompagné du sergent Mullen. Il n'appréciait guère les petites cérémonies des villes, son expression trahissait un homme résigné à une obstruction polie. Son premier arrêt fut, inévitablement, le presbytère. Miss Marple, taillant ses rosiers avec une sérénité admirable, aperçut leur arrivée depuis son allée. Elle n'avait aucune intention de s'immiscer, mais elle comprenait que lorsque des hommes d'autorité posaient des questions, ce qu'ils cherchaient en réalité, c'était à se rassurer sur le bon sens du monde. Et à St. Mary Mead, ce réconfort se manifestait souvent par une élégance discrète et un service de thé. De son jardin, elle aperçut le vicaire et l'inspecteur par la fenêtre du salon, deux silhouettes sombres, se mouvant parmi les meubles clairs. Leur conversation était inaudible, mais leurs gestes trahissaient la tension des mains du vicaire, les mouvements brusques et contenus de l'inspecteur. De temps à autre, Madame Clément passait entre eux, les yeux brillants d'inquiétude, portant un plateau de tasses intact. La maison exhalait une atmosphère de secret bien gardée. 1 heure plus tard, l'inspecteur se présente en personne chez Miss Marple. Il ôta son chapeau sur le seuil, poli mais expéditif. « Vous connaissiez le défunt, madame ?»« Non, l'inspecteur, » dit-elle en le conduisant vers le salon. « J'ai pourtant la réputation de connaître les secrets de tous, vivants ou morts. » Il esquissa un sourire. « Vous êtes observateur, c'est certain. Le vicaire a fait l'éloge de vos facultés. » Il sortit un carnet dont les pages étaient légèrement humides à cause de la brume. Nous avons relevé quelques points étranges. Aucun signe de vol. Pourtant ses poches étaient vides. Quelqu'un a emporté ses affaires après sa mort, ou avant. Et puis, il y a cette histoire de tasse. « La tasse de thé ?» demanda-elle d'un ton doux. « Oui. Toutes les empreintes digitales ont été effacées, sauf une, celle du vicaire. Mais le révérend Clément insiste. Il ne l'a jamais touchée. » Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle souleva simplement la bouilloire et lui versa de l'eau, d'une voix calme. « On touche aux choses sans s'en souvenir, inspecteur. C'est dans la nature humaine de remettre de l'ordre, dans ce qui nous semble déplacé. Nous essayons tous de rétablir l'ordre, même dans le chaos. » Il l'observa un instant, puis se pencha en avant. « Et vous, Miss Marple, quel est votre avis ?» Elle le regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur l'inspecteur, il me semble qu'il ne faut pas confondre politesse et innocence. On peut servir le thé en ayant un meurtre en tête, pourvu qu'on soit bien élevé. La remarque reste en suspens, mi-plaisanterie, vérité. » Grave griffonna quelque chose, un rictus aux lèvres. « Vous me pardonnerez si j'y vois du cynisme professionnel. »« Oh, pas du tout, » répondit-elle sereinement. « Uniquement de l'expérience. » Après son départ, le silence retombe dans la maison. La pluie s'était intensifiée
étouffant les murmures des conversations lointaines. Par la fenêtre ouverte parvenait le faible carillon de l'église. 4 heures précises, l'heure de la mort de l'étranger. L'écho se répandit dans le village, lent et inéluctable, comme si le temps lui-même ravivait le souvenir de l'événement. Ce soir-là, une nouvelle rumeur se répandit. L'étranger avait été aperçu 2 jours auparavant, au bureau de poste de Melchester, déposant une lettre adressée au révérend Clément de St. Mary Mead. Or, aucune lettre n'était arrivée. Certains pensaient qu'elle avait été interceptée. D'autres murmuraient qu'elle était bien arrivée, mais détruite. Chaque version arrangeait la conscience de celui qui la colportait. Au Blue Boar, Madame Price Ridley affirmait avec conviction que le passé du vicaire n'était pas sans tache, une remarque qui suscita une admiration mêlée de scandale chez ses compagnes. « Le travail missionnaire à l'étranger change les gens », insistait-elle. « Trop de soleil, et surtout, ça les affaiblit moralement. » Mademoiselle Weatherby, s'inventant discrètement, rétorqua l'étranger était peut-être un maître chanteur, venu réclamer de l'argent pour acheter le silence. De nos jours, ils le font poliment. La réputation du vicaire, polie par des décennies de service, reflétait désormais la suspicion comme un miroir captant des reflets parasites. Pendant ce temps, Miss Marple, assise près du feu, laisse l'orage gronder dehors. Le mot dans son panier lui revient vaguement à l'esprit, sa seule ligne empreinte d'inquiétude. Versée par aucun ami. Elle contempla de nouveau le service à thé d'une tasse vide, pleine, intacte. 3 symboles d'intention, d'hospitalité, de participation et de refus. Et parmi eux se cachait la vérité que St. Mary Mead feignait d'ignorer que même dans un monde de cérémonies polies, la trahison pouvait se verser aussi facilement que du lait. Son regard s'attarda sur les flammes. La plus petite bûche bougea, se brisant dans un craquement léger. Dans ce bruit, il lui sembla entendre un écho humain, peut-être la faible fissure de la conscience sous le poids des flammes. Quelques instants plus tard, on frappa à sa porte, légèrement, mais avec insistance. Elle ouvrit et découvrit le sergent Mullen, le chapeau ruisselant de pluie, l'air sombre. « Mademoiselle Marple, dit-il, nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. » L'objet était dissimulé sous la montre de poche du gardien du presbytère, avec les initiales R.C. gravées à l'intérieur. Elle soutint son regard. « Comme c'est intéressant, sergent. J'ai plutôt l'impression que c'était destiné à être découvert. » Les mots de Mullen planaient dans l'embrasure de la porte comme une odeur de pluie fraîche et pourtant inquiétante. Miss Marple prit son châle et s'enfonça dans la nuit sans hâte. Le chemin était glissant à cause des flaques d'eau, l'air lourd de l'amertume âcre qui suit l'orage. Sa lampe vacillait tandis qu'elle marchait vers le presbytère, éclairant les haies encore luisantes de l'averse. Le silence du sergent en disait long, bien plus qu'un simple bibelot trouvé dans la boue. C'était le silence d'un homme qui commençait à douter des limites de son devoir. Devant le portail du presbytère, l'inspecteur Graves attendait, son pardessus boutonné jusqu'en haut, le visage ombragé par la faible lumière du porche. « On l'a trouvé coincé sous le placard privé, » dit-il. « Sans doute jeté là à la hâte. Vous pouvez voir le monogramme vous-même. » Il ouvrit une petite boîte à preuves. À l'intérieur, la montre brillait faiblement, son couvercle légèrement cabossé. Les initiales RC y étaient au gravé d'une écriture désuète. Miss Marple se pencha. Une belle pièce. Pas moderne. Début de l'époque édouardienne, je dirais. Le genre de meuble dont on ne se sépare pas facilement, sauf en cas de nécessité. Grave acquiesça. Exactement. Nous avons des raisons de croire que le propriétaire était le cousin du révérend Clément, le major Richard Clément, à la retraite. Il était porté disparu à l'étranger depuis plusieurs années.
Le nom du vicaire était coincé entre eux comme un fil trop tendu. La voix de Madame Clément flottait faiblement depuis le couloir. « Inspecteur, je vous en prie, cela ne peut tout de même pas signifier. » Graves leva la main. « Cela signifie simplement que la montre lui appartenait, madame. Rien de plus pour le moment. » Miss Marple remarqua le tremblement des doigts de la femme qui s'accrochait à la rampe. Elle se demanda si ce tremblement était dû à la peur du déshonneur ou au premier contact avec la vérité. À l'intérieur, le vicaire se tenait près de la cheminée, pâle mais serein. Il jeta un coup d'œil à la montre, puis détourna le regard. C'était celle de Richard, admit-il à voix basse. Il l'avait oubliée avant son dernier voyage. Nous n'étions pas en bons termes. Le crayon de Graves s'immobilisa au-dessus de son carnet. Diriez-vous que vous vous attendiez à ce qu'il appelle? Je ne peux pas dire que je l'ai fait. C'était un homme agité, friand de stratagèmes et de réconciliation soudaine, mais pas d'avertissement. Le regard de Miss Marple se posa doucement sur lui. Après tout, le pardon ne s'obtient que rarement sur rendez-vous. Le silence qui suivit sembla s'imprégner dans la pièce. Mullen se décale maladroitement. Grave s'éclaircissant la gorge. Vous comprenez, révérend, que cette découverte complique les choses. Si le défunt était bien votre cousin, alors c'est à moi d'en porter le fardeau, interrompit doucement Clément. C'était un membre de ma famille, et il a passé sa dernière heure chez moi. On ne peut rien y changer. Lorsque les fonctionnaires se retirèrent pour délibérer sur le perron, Miss Marple reste. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était douce mais précise. Il existe bien des formes de culpabilité, ma chère. Certaines découlent d'actes, d'autres de négligence. Toutes deux pèsent lourd sur celui qui en porte le fardeau. Le vicaire se tourna vers elle, le visage marqué par la lassitude. J'ai aimé mon cousin, jadis. Il était intelligent, charmant et fragile. Il avait des dettes, toujours des dettes. Je les remboursais quand je le pouvais. Quand j'ai fini par refuser, il a quitté l'Angleterre. J'ai prié pour qu'il trouve la rédemption. Peut-être était-ce là sa réponse. Elle inclina la tête. La rédemption se présente souvent sous forme de châtiment. Dehors, la voix de l'inspecteur parvient faiblement à travers la pluie. Il nous faudra une confirmation du ministère de la Guerre. S'il s'agit du major, le mobile pourrait être d'ordre financier ou lié à une querelle familiale. En entendant cela, au moment où elle s'engageait dans la ruelle, Miss Marple sentit presque la machinerie de la suspicion publique se mettre en branle. St. Mary Mead s'en repaît dès le lendemain matin. En effet, à l'aube, le récit était déjà tout tracé. L'étranger était le cousin déshonoré du vicaire, revenu réclamer une dette. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'un héritage, d'autres d'une promesse de femme. Chez l'épicier, Madame Price Ridley déclare avec délectation que le sang ne trompe jamais. Les éléments ont de bonnes manières, mais je n'ai jamais fait confiance à ce genre d'éducation. Il fait trop chaud sous la soutane. Ma mademoiselle Wetherby rétorqua « Le pauvre homme a tout simplement eu une crise cardiaque. Mais si c'était le major, il y aurait déjà assez de scandales sans qu'on parle d'empoisonnement. » Leur thé refroidit entre eux, intact, comme si la conscience elle-même refusait d'adoucir de telles spéculations. Pendant ce temps, Miss Marple suivait le chemin derrière le presbytère, son parapluie soigneusement glissé sous le bras. La haie où la montre avait été trouvée portait des traces de dérangement, une éraflure de bottes cirées sur la terre humide, quelques feuilles écrasées. Quelqu'un s'y était agenouillé récemment. Elle remarqua aussi le faible éclat du mica dans les résidus de boue, caractéristique du chemin de gravier menant au portail du presbytère. Celui qui s'était débarrassé de la montre l'avait fait après l'arrivée de la police, et non avant. Elle avait été placée là, et non cachée. Elle se redressa lentement, le visage impassible. Dans son esprit, les éléments suivants commencèrent à s'entremêler l'affirmation de Madame Lamb concernant la voix du vicaire,
la lettre manquante, les empreintes digitales effacées, et maintenant, cette découverte théâtrale. St. Mary Mead aimait trop l'ordre pour résister à la tentation de donner une forme cohérente au chaos. Pourtant, même la version la plus simple des événements laissait une petite zone d'ombre. Ce soir-là, l'inspecteur Graves rappela. « Nous avons confirmation de Londres », lui dit-il. « Le commandant Richard Clément est rentré de Tanger la semaine dernière. Aucune trace d'hébergement depuis. Si c'est bien lui le défunt, le révérend va devoir s'expliquer. » Miss Marple esquissa un sourire. Explication et culpabilité sont souvent confondues. Inspecteur. Elles sonnent de la même façon dans les aveux. Il fronça les sourcils. Vous croyez que le vicaire est innocent? Je pense, dit-elle, que l'innocence paraît rarement aussi calme que la sienne. Dehors, la pluie avait commencé, douce comme un souffle sur une vitre. Quelque part dans le village, une horloge sonna 7 heures, un son trop régulier pour le malaise qu'il portait. Miss Marple ferma ses rideaux et s'assit près de sa lampe, observant le mouvement des ombres. L'idée lui vint doucement, sans qu'elle l'ait cherchée, comme un murmure à son oreille. Si la montre était censée être une preuve, alors celui qui l'avait trouvée n'était pas le premier à soupçonner le vicaire. Un murmure de suspicion persistait dans la chaumière de Miss Marple longtemps après le départ de l'inspecteur Graves. Le crépitement régulier de la pluie dessinait des rythmes délicats sur la vitre, chaque goutte ponctuant ses pensées. Elle restait immobile, la lumière de la lampe auréolant son tricot, bien que ses mains fussent depuis longtemps inertes. Quelque part au-delà de la haie de rosiers, le village s'enfonçait dans l'illusion de portes verrouillées, de rideaux tirés, de consciences à demi apaisées par la routine. Mais la paix à St. Mary Mead n'était jamais qu'une parenthèse. À 7h30, un autre bruit se fit entendre. Non pas un coup frappé à la porte, mais le léger cliquetis du loquet du portail. Miss Marple inclina légèrement la tête. Rares étaient ceux qui sonnaient après la tombée de la nuit, sauf en cas d'inquiétude. Un instant plus tard, Madame Lamb apparut, son imperméable luisant, le visage pâle et pincé sous le bord de son chapeau. « Je n'aurais pas dû venir », murmura-t-elle aussitôt, les yeux rivés sur la ruelle. « Mais cela me pèse, madame. Je ne peux pas garder ça pour moi. » Miss Marple la conduisit vers le feu avec la douce assurance de quelqu'un habitué aux âmes libérées de leur fardeau. « Asseyez-vous, ma chère. Parlez-moi doucement. » Madame Lamb serra les pans de son manteau. « C'est à propos du thé. Cette tasse dans le salon n'a pas été remplie avec le thé du vicaire. Je le sais, car c'est moi qui l'ai préparé. Le pot à lait était encore plein quand j'ai quitté le plateau. Mais quand ils ont trouvé le pauvre homme, il y avait du lait dans sa tasse de lait épais et caillé. Pas le nôtre. Nous n'avons pas eu de crème comme ça depuis avant Noël. » Sa voix trembla sur le dernier mot. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Et vous n'avez rien dit? Il me prendrait pour une folle, » murmura Madame Lamb. Mais je voyais bien que c'était faux, et la cuillère était encore propre. Quelqu'un a dû changer la tasse après sa mort. Ou peut-être avant. « Avant », répéta doucement Miss Marple, comme si elle savourait l'idée sur sa langue. Lorsque la bonne fut partie, pressée de rentrer sous la bruine, Miss Marple s'arrêta près de la fenêtre et entr'ouvrit le rideau. De l'autre côté de la place, le presbytère restait silencieux, ses fenêtres plongées dans la pénombre. Pourtant, elle avait l'impression très nette que quelqu'un à l'intérieur veillait, peut-être comme elle. Les secrets, pensa-t-elle, prospèrent mieux dans une obscurité respectable. Le lendemain matin, le ciel était dégagé, l'air purifié. Le village semblait de nouveau presque innocent, ses toits fumant doucement sous le soleil. Mais l'innocence, Miss Marple le savait, n'était qu'une façade. Chez l'épicier, les politesses habituelles avaient laissé place à une prudence murmurée, même Madame Price. Ridley parlait à voix basse.
Ils l'ont confirmé maintenant, annonça elle à qui voulait l'entendre. L'homme décédé était le major Clément. Crise cardiaque, disent-ils, mais il y a un problème avec ses bagages. Disparu à la gare. Mademoiselle Weatherby se pencha en avant. Ou bien elle vole la vedette, peut-être à celui ou celle qui l'a suivi jusqu'ici. Leurs spéculations se répandaient inoffensivement, mais elles dissimulaient une peur plus ancienne, la crainte instinctive d'un scandale susceptible de perturber le fragile équilibre d'un village. La respectabilité, pensa Miss Marple, avait toujours été un motif plus fort que la cupidité. Dans l'après-midi, l'inspecteur Graves la convoqua de nouveau au presbytère. « Vous pourrez jeter un œil à ceci, mademoiselle Marple, » dit-il en lui faisant signe d'entrer dans le bureau. « Nous avons trouvé quelque chose dans le porte-parapluie près de la porte. Il est tombé derrière, sans doute dans la confusion. » Il souleva un petit objet scellé dans du papier. Une enveloppe de quête, du genre de celles utilisées pour les offrandes hebdomadaires. À l'intérieur se trouvait un morceau de parchemin plié, froissé et taché. Dessus, à l'encre délavée, étaient inscrits 2 mots « Pardonne la dette ». L'inspecteur fronça les sourcils. Des balivernes religieuses, j'imagine. Ou un message cryptique entre cousins. Miss Marple l'examina attentivement. L'encre avait bavé sur les bords, là où une goutte de liquide avait coulé du thé, peut-être, ou quelque chose de plus fort. « Ce n'est pas absurde du tout, » murmura T.O.L. « Le pardon n'est qu'une forme de comptabilité de l'âme. Certains comptes sont plus difficiles à régler que d'autres. » Elle retourna le bout de papier et remarqua de légers points sur le bord supérieur, comme s'il avait été arraché d'un document plus grand. Un registre, peut-être, ou une lettre de crédit. Si les mots étaient à prendre au pied de la lettre, une dette financière était peut-être en jeu, mais elle soupçonnait que ce n'était que la surface. Encore une fois, les apparences étaient trompeuses, suffisamment nettes pour dissimuler quelque chose de plus personnel. L'inspecteur la remercia d'un ton sec, mais son expression trahissait une certaine incertitude. Une fois partie, Miss Marple s'attarda dans le bureau, son regard errant sur le bureau du vicaire. L'encrier, la pile de correspondances soigneusement rangée, la Bible ouverte, un marque-page placé entre l'épître de Jacques et l'Évangile selon Matthieu, 2 passages traitant de la foi et de l'hypocrisie. Un curieux choix, pensa-t-elle. Ce n'était pas l'organisation d'un homme distrait, mais celle d'un homme en proie à un dilemme de conscience. Elle remarqua aussi une légère auréole d'humidité sur la marque ovale laissée par le buvard, comme le fantôme d'une tasse de thé. Pourtant, la surface en dessous était impeccable, fraîchement essuyée. Quelqu'un avait nettoyé avec trop de soin, à la manière de la culpabilité qui tente de s'effacer. Dehors, la cloche de St. Mary's sonna 6 coups, chaque sonnerie résonnant dans l'air vif. Miss Marple sortit dans le jardin et observa les ombres s'allonger. L'enveloppe, le billet, la montre, le lait caillé autant de pièces d'un puzzle qui semblait se réorganiser à chaque fois qu'elle détournait le regard. Mais une vérité commençait à se dessiner, telle une broderie apparaissant sous un tissu pâle. Le meurtre à l'heure du thé n'avait pas été un acte impulsif, mais un acte d'étiquette méticuleusement planifié, servi discrètement. Tandis qu'elle se tenait là, la porte du presbytère s'ouvrit. Le révérend Clément apparut, le visage grave mais étrangement résolu. Il l'aperçut et s'arrêta. « Mademoiselle Marple, » dit-il à voix basse, « j'ai reçu la visite d'une personne qui prétend avoir connu ma cousine à Tanger. Peut-être pourriez-vous vous joindre à nous? Votre avis m'intéresserait. » Leurs regards se croisèrent, emplis d'une douce curiosité qui dissimulait souvent une réelle compréhension. « Oui, » révèle-t-elle d'une voix douce. Une perspective est toujours plus claire lorsqu'elle est partagée sous un jour favorable. Les paroles du vicaire résonnèrent comme le son d'une cloche à demi frappée, invitation et confession entremêlées. Miss Marple le suivit à travers l'allée du jardin.
ses chaussures s'enfonçant légèrement dans la terre humide. La lumière du soir avait pris une teinte dorée, scintillant sur l'eau de pluie qui perlait sur les haies. Arrivée au presbytère, elle s'arrêta pour secouer son parapluie, consciente d'un calme étrange qui l'envahissait. C'était le silence des bonnes manières, celui qui n'a pas encore décidé de ce qu'il dira. Dans le salon, une inconnue se tenait près de l'âtre éteint d'une femme d'âge mûr, élégamment vêtue d'un tailleur bleu marine légèrement froissé par l'usage. Elle portait encore ses gants, mais son chapeau reposait sur le piano, comme si elle l'y avait délibérément placé. La présentation du vicaire fut brève. « Mademoiselle Harrow, voici Mademoiselle Marple. Mademoiselle Harrow a séjourné à Tanger. Elle pense avoir connu ma cousine. » Le sourire de la femme était trop rapide et trop forcé pour être tout à fait sincère. « Vous le connaissiez ? » ?»« Oh, bien sûr, révérend. On n'oublie pas le major Clément. Ni ses dettes. » Sa voix portait l'accent chantant d'une personne instruite, un peu au-dessus de ses moyens, une aspiration raffinée masquant une amertume profonde. Miss Marple inclina la tête avec un sourire aimable. « Vous avez donc parcouru un long chemin pour régler de vieux comptes. »« Très loin, » répondit mademoiselle Harrow en la regardant dans les yeux. « Il avait promis de me rembourser avant Pâques. Au lieu de cela, j'ai appris sa mort dans le journal du matin. » Le vicaire semblait abattu. « Vous voulez dire qu'il vous devait de l'argent ? » ?»« Un petit investissement, » dit-elle d'un ton désinvolte. « Ou un gros investissement, selon la fortune de chacun. » Miss Marple remarqua la façon dont la femme choisissait ses mots avec soin. La manière dont son regard ne se portait pas sur le vicaire, mais sur le buffet où un service à thé en argent brillait sous la lumière de la lampe. « J'espérais, » poursuit Miss Harrow, « récupérer une lettre de remerciement. Je crois qu'il la conservait dans un étui en cuir noir, monogrammé. »« Il n'y avait pas un tel étui parmi ses affaires, » répondit rapidement le vicaire. « Alors peut-être que quelqu'un l'a enlevé. » Son ton s'est aiguisé comme une aiguille qui transperce la chair. Miss Marple, toujours douce, releva un peu ses lunettes. Les objets ont tendance à se perdre, surtout lorsqu'ils recèlent des vérités que l'on préférerait ignorer. Mais vous dites bien connaître le major. Le décririez-vous comme un homme enclin à l'honnêteté ? L'expression de mademoiselle Harrow s'adoucit soudainement. De l'honnêteté, certes, quand cela l'arrangeait, mais aussi du remords. Il m'a écrit avant de quitter Tanger. Il disait vouloir arranger les choses avec le révérend. J'ai cru qu'il parlait d'argent, mais c'était peut-être quelque chose de plus grave. Cette étrange phrase, comme une feuille emportée par le courant, fit germer dans l'esprit de Miss Marple. Elle revit le parchemin griffonné. Pardonner la dette, le billet dans son panier, la politesse délibérée de la mort à l'heure du thé. La rédemption peut être payée en nature. On frappa discrètement à la porte, ce qui les interrompit. Le sergent Mullen entra, son uniforme humide sous la bruine persistante. « Excusez-moi, révérend, mais l'inspecteur m'a chargé de vous remettre ceci. » Il lui tendit une enveloppe brune, d'apparence officielle. « Portée par messager, trouvée au bureau du commissariat de Melchester. Elle vous est adressée, monsieur. » La main du vicaire trembla légèrement lorsqu'il déchira le paquet. Miss Harrow le regarda, les yeux écarquillés. Il déplia la feuille blanche, la parcourant 2 fois du regard avant de se décomposer. Sans un mot, il la tendit à Miss Marple. L'écriture était la même que celle du billet qu'elle avait reçu mesurée, élégante et légèrement tremblante. « Si jamais je manque de courage, sachez que je vous pardonne malgré tout. 4 heures. Alors. R.C. » Le silence qui suivit fut absolu. Dehors, les derniers oiseaux se posaient sur les arbres, leur chant doux et prudent. La voix du vicaire, lorsqu'elle parvint, semblait lointaine. Il avait écrit ceci avant de venir. Ce n'était donc pas un hasard. Il avait l'intention de mourir ici. « Peut-être, » murmura Miss Marple. « Mais l'intention et le résultat coïncident rarement.
On peut planifier une fin, révérend, sans pour autant en choisir le témoin. L'inspecteur Graves arrive quelques instants plus tard, l'air grave. J'ai le regret de vous annoncer de nouvelles informations. Nous avons identifié un second visiteur cet après-midi-là, un homme du nom de Harrow. La fiche d'enregistrement des voyageurs à la gare mentionne une certaine mademoiselle Harrow et un certain monsieur Harrow, arrivés ensemble. « Madame, pourriez-vous nous expliquer la situation ?» La femme se raidit. « Mon frère, il est resté à Melchester. Je voyageais seul. » Or, poursuivit Graves, le porteur jure avoir vu un homme vous aider avec votre valise, un manteau sombre, la jambe gauche boiteuse. Cela correspond à la description du major. Il semble qu'il n'était pas seul lorsqu'il est arrivé au village. Un murmure parcourt la pièce, comme une variation de pression atmosphérique. Le regard de Miss Marple glissa de l'inspecteur au vicaire, dont les jointures blanchirent sur l'accoudoir de la chaise. Le schéma tragique par excellence, un visiteur mort, un autre mystérieusement absent commençait à se dessiner. Grave se pencha en avant. Il va falloir retrouver ce frère. La pension de famille de Melchester affirme qu'il n'est jamais revenu après ce jour-là. Mademoiselle Harrow perdit son sang-froid. « Je ne comprends pas pourquoi vous pensez cela, parce que, madame, dit-il froidement, nous avons trouvé ses initiales dans le carnet du major, HH, et un billet de train pour St. Mary Mead, daté du jour du décès. » Miss Marple se leva discrètement en lissant sa jupe. « Il semble, dit-elle d'un ton doux et définitif, que le bon révérend ait reçu plus d'un invité pour le thé cet après-midi. La table devait être sacrément encombrée. Son ton était doux, mais son regard, tourné vers le vicaire, exprimait une tristesse si lucide qu'il en fut saisi. L'illusion de calme, si soigneusement entretenue, tremblait comme de la porcelaine sous la pression. Le silence qui suivit la remarque de Miss Marple s'installa dans la pièce, tel le recueillement après un hymne. Miss Harrow reste figée, les mains gantées crispées devant elle. Le regard du révérend Clément se porta furtivement sur la fenêtre, où les derniers rayons du jour flottaient faiblement sur le rebord. L'inspecteur Graves tapota 2 fois son carnet de notes avec son crayon avant de prendre la parole. « Il y a foule, en effet, Miss Marple. Mais peut-être un invité est-il resté pour ranger après les autres. » Il fit signe au sergent Mullen, qui sortit une petite enveloppe brune, trouvée derrière la porte de l'arrière-cuisine du presbytère, coincée dans la plainte. Billet de train pour Melchester, non utilisé. Grave se tourna vers le vicaire. « À vous, peut-être » Clément secoua lentement la tête. « Je n'ai pas quitté la paroisse depuis des mois. » La voix de mademoiselle Harrow tremblait. « Alors ça doit être à mon frère. Il devait rentrer en ville ce soir-là. Il a dû le laisser tomber. » Son explication semblait préparée, mais aussi hésitante. L'inspecteur hocha brièvement la tête et remit l'enveloppe dans sa poche. Le regard de Miss Marple les parcourut tous avec douceur. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce, comme on perd facilement les choses auxquelles on tient le plus. Surtout ces petits souvenirs de départ. Son regard se posa sur le vicaire. Un billet de train, une montre, un mot de pardon, chacun destiné à quelqu'un d'autre, et pourtant oublié. Je me demande, inspecteur, si l'ordre dans lequel ces objets ont été déplacés ne nous en apprendrait pas plus que les objets eux-mêmes. Grave fronça les sourcils, ne sachant pas si elle parlait avec ironie ou avec perspicacité. Vous pensez que l'ordre a une importance ? Oh, l'ordre des choses a toujours son importance, répondit-elle. Le thé avant les aveux avant la tasse et le silence après les 2. La remarque sembla se propager dans la pièce. Le regard de Miss Harrow se porta sur le plateau du buffet, où 2 tasses avaient été déposées cet après-midi-là pour inspection. L'une était ébréchée, légèrement cernée de crème. L'autre était impeccable, d'une propreté presque ostentatoire.
Miss Marple s'approcha, d'un pas nonchalant, d'une voix familière. « Celle-ci a été servie en premier », dit-elle doucement en désignant la tasse ébréchée. « L'autre ensuite, mais le lait est différent, comme l'a fait remarquer Madame Lamb. Quelqu'un a resservi, non par gentillesse, mais par calcul. De tels gestes, j'ai constaté, relèvent moins du rafraîchissement que de la réassurance. » Grave croisa les bras. « Et vous croyez que le deuxième verseur a trafiqué la tasse ?»« Pas nécessairement, a-t-elle dit. Bien que je soupçonne qu'elle souhaitait que cela paraisse ainsi. » Miss Harrow laissa échapper un rire nerveux. « Vous en faites tout un plat, Miss Marple. »« C'est souvent le cas, » répondit-elle doucement. « Les meurtriers anglais ont généralement de meilleures manières que leurs homologues continentaux. On ne crie pas, on ne frappe pas, on réarrange les choses. » Le vicaire perdit son sang-froid. « Vous parlez comme si la culpabilité pouvait se cacher derrière la courtoisie ? Oui, mon cher révérend, c'est un déguisement bien anglais. » L'inspecteur Graves, bien que sceptique, semblait intrigué. « Vous avez quelque chose de précis en tête ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. « Ce n'était qu'une petite expérience, inspecteur. Il faut bien sonder l'atmosphère d'une maison comme on sonde une bouilloire. Avec votre permission, j'aimerais inviter nos chères Madame Price Ridley et Mademoiselle Wetherby à prendre le thé demain. On en dit long sur les gens lorsqu'ils se croient familiers. » Grave hésita. « Un piège, alors ?»« Ce n'est pas un piège, » dit-elle d'une voix douce et ferme. « Un miroir. Nous verrons qui ne supporte pas son propre reflet. » L'après-midi suivante se déroula exactement comme Miss Marple l'avait prévu. Le Panthers, salon du presbytère, retrouva sa sérénité habituelle. Le parfum de cire d'abeille et d'œillet, le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée, le plateau poli qui brillait d'un éclat bienveillant. Madame Price Ridley et Mademoiselle Wetherby, arrivant les premières, pleines de compassion et de curiosité, suivies de Mademoiselle Harrow, pâle mais déterminée à garder son sang-froid. Miss Marple, assise tranquillement dans son fauteuil d'angle, tricot à la main, officiait tandis que le vicaire servait le thé avec son élégance habituelle. La conversation commença par des murmures pieux, évoquant la tragédie, la providence et la fragilité de la condition humaine. Pourtant, sous ce cœur poli, une tension palpable régnait, comme une corde trop tendue. Lorsque Mademoiselle Harrow refusa le sucre, sa tasse tangua légèrement contre la soucoupe. Le regard de Mademoiselle Marple, imperturbable, glissa de cette main tremblante au pot à lait. Il était à moitié plein, trop épais, trop riche pour le garde-manger du presbytère. Un court silence suivit. Miss Marple posa son tricot. « Voyez-vous, révérend ?» dit-elle d'un ton léger, le plus étrange avec la tragédie, c'est la façon dont elle modifie nos goûts. On oublie les détails les plus simples. Comment on verse, comment on remue, comment on fait semblant de ne pas remarquer la différence entre son propre lait et celui d'une autre personne. Le vicaire s'immobilisa, figé en plein mouvement. Miss Harrow eut le souffle coupé. Les autres dames échangèrent des regards incertains. Puis un bruit sourd. Le pichet de lait avait glissé des mains du vicaire et s'était brisé sur le tapis. Il le fixa, l'air hébété, tandis que le liquide pâle s'étalait comme une lente confession sur la moquette. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il. « Quelle maladresse !» Le ton de Miss Marple était bienveillant, mais son regard était inflexible. « Nous le sommes tous, lorsque nous essayons de réparer ce qui est irréparable. » Les autres murmurèrent, perplexes, mais elle se leva en lissant sa jupe. Peut-être devrions-nous laisser un instant au révérend. La tragédie, comme la crème, a tendance à tourner lorsqu'on la laisse sans surveillance. Dehors, la pluie se remet à tomber, tambourinant doucement contre les fenêtres. Ce bruit sembla faire naître un murmure inexprimé dans la gorge du vicaire, un soupir, ou peut-être le début d'un aveu.
Miss Marple regarda le jardin qui s'assombrissait, le visage impénétrable. « Demain, murmura-t-elle, presque pour elle-même. La vérité viendra aussi prendre le thé, et j'espère qu'elle n'oubliera pas de frapper. » La pluie, d'un murmure persistant, emplissait le silence qui suivit les derniers mots de Miss Marple. Le révérend Clément restait immobile près de la cruche brisée, le regard fixé sur la flaque blanche qui scintillait sur le tapis. Les deux villageoises, sentant soudain une atmosphère qui les dépassait, murmurèrent des excuses et se retirèrent sous la douce invitation de Miss Marple. Seule Miss Harrow demeurait, raide et pâle près de l'âtre, les mains gantées jointes dans une prière qui ressemblait davantage à une défense qu'à une dévotion. Lorsque la porte se referma derrière les autres, Miss Marple se tourna vers le vicaire, d'une voix si douce qu'on aurait dit qu'elle s'enquit de son sermon. « Je crois que nous pouvons parler franchement maintenant, » révèle-t-il. « Les apparences sont trompeuses. » Il ne leva pas les yeux. « Il y a des choses, Miss Marple, qu'il vaut mieux laisser entre un homme et son créateur. »« En effet, » répondit-elle. « Mais parfois, le créateur envoie un messager à l'œil plus perçant. » L'inspecteur Graves entra à ce moment précis, alerté par l'allusion de Miss Marple selon laquelle son expérience pourrait porter ses fruits. Le silence se fit entendre, et ses bottes résonnèrent avec autorité. « Très bien, Miss Marple, » dit-il. « Vous m'avez demandé d'attendre dans le couloir. Je suppose que nous sommes au moment décisif. »« Ce n'est pas la vérité, inspecteur, » dit-elle d'un ton doux. « Simplement de la compréhension. » Elle s'approcha du buffet et prit les 2 tasses qu'elle avait disposées plus tôt. Voyez-vous, le révérend avait encore versé de la crème au lieu du lait dans le mauvais pichet. Une simple erreur, par inadvertance, mais il n'avait jamais été inattentif. Il se souvenait de son pichet car il l'avait déjà apporté une fois lorsque son cousin était venu. Graves fronça les sourcils. « Vous voulez dire que le poison était dans la crème ? » « Oh non, pas du tout. Rien d'aussi dramatique. Le major est mort d'une crise cardiaque, comme l'avait prédit le médecin. » Mais le révérend en doutait et cherchait à apaiser sa conscience par de petites corrections. La montre fut cachée sous la haie, la tasse essuyée, le thé remplacé par cette crème épaisse pour suggérer une falsification. Il réarrangea sa culpabilité en une histoire qui pourrait lui éviter de perdre sa chemise. Le vicaire releva brusquement la tête et la couleur revint à son visage. « Vous me faites passer pour un lâche, Miss Marple. Je souhaitais seulement protéger les vivants d'un scandale inutile. » Son regard s'adoucit. « Et pourtant, ma chère, tu as aussi protégé le mort en faisant croire que sa fin était accidentelle. Ce fut ta première bonté et ta plus grande erreur. » Mademoiselle Harrow inspira profondément, dans un sanglot étouffé. « Alors vous saviez, » murmura-t-elle au vicaire. « Vous savez pourquoi il est venu. Il s'est affalé dans le fauteuil près du feu. Il aspirait à la paix. Et Dieu, pardonne-moi, voulait qu'il parte avant même qu'il ne le demande. Il y avait une lettre qu'il avait rédigée pour m'absoudre, non pour m'accuser. Il parlait de remise de dette, mais c'était moi qui lui devait l'argent qu'il avait prêté pour notre fonds missionnaire. Lorsque j'ai refusé de signer l'accusé de réception, il a dit qu'il viendrait parler devant la paroisse. Il est arrivé cet après-midi-là, l'air si malade que j'ai cru que le ciel lui-même l'avait déjà choisi. Je ne l'ai quitté qu'un instant. À mon retour, il était parti. Les mains gantées de mademoiselle Harrow tremblaient. Il était bien naïf de croire à la rédemption. « Peut-être, » murmura Miss Marple, « mais les fous conservent souvent la foi la plus pure. » L'inspecteur Graves s'approcha d'un ton à la fois pragmatique et posé. « Alors, révérend, après sa mort, vous avez modifié ce que vous pouviez pour que cela paraisse naturel, le thé renversé, les empreintes effacées, la montre cachée. Mais pourquoi envoyer le mot à Miss Marple ?» Clément la regarda, impuissant. « Parce qu'elle voit. Même de sa fenêtre, elle voit.
J'espérais qu'elle me jugerait avec douceur. Miss Marple esquissa un sourire, mais son regard restait bienveillant. J'ai assez vécu pour savoir que la plupart des péchés naissent de la peur, non de la malice. Vous voulez enfouir une mort sous une autre, morale elle-même sous une autre, physique, mais le sol de St. Mary Mead est bien superficiel. Le feu crépita une fois, projetant un bref éclat de lumière sur le groupe. Il brilla sur le visage de Miss Harrow, révélant une expression plus calculatrice que la tristesse. « Alors mon voyage a été vain, » dit-elle froidement. La dette s'est éteinte avec lui, et le révérend sera plein, typiquement anglais. La voix de Miss Marple, bien que douce, était empreinte de fatalité. « Non, ma chère, vous êtes venue chercher de l'argent, et vous avez trouvé une conscience à la place. Si vous êtes sage, vous repartirez avec cela. » Graves se tourna vers elle, la compréhension commençant à poindre. « Et cette dame ?»« Mademoiselle Harrow, » interrompit Miss Marple, « est arrivée trop opportunément, trop prompte à s'immiscer dans la tragédie. Elle espérait récupérer ce qui restait des affaires du major, peut-être même persuader le vicaire de payer ce que son cousin ne pouvait pas. Lorsqu'elle découvrit que les soupçons de la police penchaient pour un meurtre, elle décida de les alimenter. Le nom de son frère, son histoire, deux inventions bien pratiques. Un bref silence s'installa, puis l'inspecteur s'avança et prit doucement Miss Harrow par le bras. Elle ne protesta pas, se contentant d'un petit sourire amer. « Les apparences, Miss Marple, » murmura-t-elle. « Vous les avez magnifiquement préservées. »« Il le faut, » dit doucement Miss Marple. « Cela conforte le village. » Une fois parti, le révérend Clément resta assis, les mains jointes comme en prière, les lèvres immobiles. Une fine couche de crème scintillait encore sur le tapis, pâle fantôme de ce qui avait été dissimulé. Miss Marple tira les rideaux, laissant la lumière de la lampe tamisée. « Vous avouerez comme il se doit, bien sûr, » dit-elle doucement. « À la police et à vous-même, c'est le seul pardon qui vaille la peine d'être obtenu. » Il hocha la tête, les yeux fermés. « Crois-tu que Dieu comprendra ?»« Je l'espère bien, » répondit-elle. « Après tout, il vit à St. Mary Mead depuis assez longtemps. » Elle quitta le presbytère en silence, l'air frais de la nuit caressant son visage. La pluie avait cessé, mais la ruelle scintillait encore de reflets, de fenêtres, de lampes et de sa propre silhouette, rentrant chez elle dans le calme ambiant. Elle ne ressentait aucun triomphe, seulement la douce douleur qui accompagne une vérité découverte trop tard. Arrivé devant son portail, il lui sembla entendre un carillon de l'horloge de l'église, un son mesuré, posé, comme un cœur qui retrouve son rythme. Le dernier carillon de l'église s'éteignit dans le silence brumeux, et Miss Marple resta un instant de plus devant le portail de son jardin, respirant le parfum des feuilles mouillées. L'air était frais, presque pénitentiel, et le calme de St. Mary Mead était revenu. Délicat, prudent, comme si le village lui-même craignait de troubler son propre reflet. À travers la fenêtre de sa chaumière, une faible lueur attendait la lumière de sa lampe, immuable comme une vieille amie. Elle entra doucement, accrochant son châle derrière la porte, consciente que chaque bruit grinçait, qu'un craquement de plancher résonnait plus fort que d'habitude dans ce lieu qui avait été à l'écoute de la vérité. Le sommeil lui serait difficile cette nuit-là. Elle se prépara une tasse de chocolat chaud et s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières du presbytère s'éteindre une à une. Elle pensa à la tête baissée du révérend Clément, à la terrible clémence dont il avait fait preuve en transformant une tragédie en quelque chose d'affable. Après tout, les apparences étaient en la forme d'art la plus raffinée du village. On pourrait presque les qualifier de religion. D'une certaine manière, songea-elle, il n'avait fait qu'accomplir le même sacrement que Sainte Mary Mead accomplissait quotidiennement, transfigurant la honte en respectabilité. La différence n'était que de degrés. Au matin, la nouvelle s'était répandue plus vite que le pardon.
On avait aperçu le vélo du gendarme devant le presbytère avant le petit déjeuner, et les stores de Madame Price Ridley étaient à demi baissés. Deuil ou curiosité, difficile à dire. Chez l'épicier, la conversation se fit empreinte d'un silence respectueux. « Pauvre homme !» dit mademoiselle Weatherby en secouant la tête. « Un si bon prédicateur, fauché par un malheur familial. » Madame Price Ridley renifla. « Quel malheur familial! J'ai toujours dit que ma cousine allait semer la ruine. Enfin, il ne faut pas être trop dur avec elle. On a toutes nos faiblesses. » Et ainsi, à 11 heures, le péché du vicaire avait déjà été absorbé par le sang moral du village, une fable morale rendue inoffensive par la répétition. De son côté, Miss Marple reçoit un billet remis en main propre. L'écriture était familière, précise, légèrement inclinée, maîtrisée. « Votre bonté ne sera pas oubliée. J'ai démissionné de ma paroisse. Que la paix vous accompagne, comme vous l'avez toujours accompagné. » Elle le lut 2 fois avant de le plier soigneusement à côté de sa tasse de thé. Il n'y avait pas de signature, il n'y en avait pas besoin. L'inspecteur Graves a appelé peu après. Il paraissait inhabituellement abattu, sa vivacité habituelle adoucie par la fatigue. « Il a quitté le village, a-t-il dit en jetant un coup d'œil vers le clocher de l'église. Pas de procès, pas d'aveu supplémentaire. Le quartier général a accepté ma mort déclarée comme étant de cause naturelle, sans intervention criminelle. » Miss Marple hocha la tête, les yeux baissés. « Parfois, justice et miséricorde se rencontrent, inspecteur. Simplement, l'une préfère descendre sans être vue. » Il la contempla longuement. « Tu ne rates pas grand-chose, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui me manquent, » dit-elle d'un ton doux. « Seulement, je me souviens de ce qui me manque. » Il partit peu après et revint discrètement. Pourtant, même le silence a sa propre façon de parler à St. Mary Mead. Cet après-midi-là, Miss Marple se promena jusqu'au cimetière où les fossoyeurs aplanissent le nouveau tumulus près du mur ouest. La terre était encore sombre et douce comme du pain frais. Elle s'arrêta pour redresser la petite croix de bois qui le surplombe. L'inscription disait simplement « R.C.», rappelé à la maison à l'improviste. Le choix des mots était à la fois tendre et énigmatique, à l'image du village lui-même. Un rouge-gorge traversa le chemin en un éclair et se posa sur le manche de la bêche, la tête penchée. Miss Marple esquissa un sourire. « Inutile de paraître si curieuse, ma chère. Ici, tout a déjà été enterré 2 fois, une fois par la main de l'homme et une fois par habitude. » Sur le chemin du retour, elle passa devant le sanglier bleu. À l'intérieur, les rires avaient repris, et les villageois racontaient déjà une version édulcorée des événements, où le chagrin du vicaire était une leçon tragique et le nom de Miss Marple un refrain réconfortant. « Quelle femme intelligente !» disait-il, et si discrète. Rien à voir avec ces femmes modernes qui prennent plaisir à voir les autres ruinés. Elle savait que leurs éloges lui garantissaient la sécurité et que cette sécurité lui assurait l'oubli. C'était le prix de l'harmonie. De retour dans sa chaumière, elle reprit son tricot. Le doux cliquetis des aiguilles emplissait la pièce comme une pluie ordonnée. Sur la cheminée, le petit billet plié du vicaire reposait sous son vase de prime-vert. Dehors, la cloche du village sonna une fois de plus pour les prières du soir, mais son son semblait plus doux à présent, comme si la conscience elle-même avait expiré. Elle repensa au service à thé, la tasse ébréchée, la soucoupe intacte, la crème qui masquait la vérité et la facilité avec laquelle on pouvait préserver une illusion de paix. Dans une autre vie, peut-être aurait-elle été plus sévère. Mais elle avait vu trop de visages respectables dissimuler des désespoirs silencieux, trop de péchés remporter et fleurir poliment sous de nouveaux noms. Le village survivrait, comme toujours, nourri de commérages et d'oubli, taillé comme ces haies de rosiers jusqu'à ce qu'il ne reste plus une épine. Au crépuscule, elle tira les rideaux et alluma la lampe.
La flamme vacilla, se stabilisa et enveloppa le verre d'un doux halo. Elle écouta un moment le vent souffler dans l'allée et le léger bruissement des arbres de l'église au loin. Quelque part, un enfant riait, une porte se refermait doucement. Le cours de la vie, immuable. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, les derniers rayons du soleil caressant son visage. « Les gens sont des créatures si étranges », murmura-t-elle, presque avec tendresse. « Ils dissimulent leur culpabilité comme du lin fin, mais elle finit toujours par se tacher au gré du soleil. Son regard s'adoucit d'une satisfaction mélancolique. Il faut tout de même les laisser prendre leur thé. » L'horloge de l'église sonna l'heure qui avait tout déclenché. Elle plia son tricot, éteignit la lampe et laissa l'obscurité s'installer, paisible et totale.